Got it. Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 8 du podcast de Hockey sur demande. On approche la dizaine et toujours en compagnie de Stéphane Grenier. Salut Stéphane. Salut Max, ça va bien? Yes, là on a les deux, la game du Canadien pas loin, là, parce qu'on est en train d'enregistrer ça pendant le match Canadien Flames. On est en Exact. troisième présentement. Mais avant de parler du Canadien, parce qu'évidemment, on va revenir sur la dernière semaine chez le CH, on va y aller tout de suite avec notre coup de cœur et notre coup de pied de la semaine. Je vais te laisser y aller avec ton coup de cœur, mon cher Stéphane. Écoute, le coup de cœur, c'est sûr qu'on va prêcher sur notre paroisse. Moi, j'étais avec Jocelyn Thibault qui était nommé directeur de la Fédération de hockey, Hockey Québec. Je pense que ça va être un plus pour Hockey Québec. Je pense que s'il y avait une personne dans les candidats, il y avait 5 ou 6 candidats là, qui étaient connus quand même au niveau de ce poste-là. Je pense que dans l'entrevue qu'il a faite en plus, dans la conférence de presse, il veut changer le ton du hockey au Québec. Puis je pense que c'est la bonne personne pour faire ça. C'est un gars qui a vu un petit peu tous les parcours de la Ligue nationale. C'est un gardien de but qui a joué au Québec, qui a joué au Canada, il a joué aussi aux États-Unis. Donc, je pense qu'on est en bonne main là, avec Jocelyn Thibault au niveau de la direction pour changer un petit peu l'éthique qu'on a au Québec. Puis peut-être donner un petit peu plus de chance à nos jeunes Québécois de performer. Là. Non, effectivement. Puis, tu sais, moi, j'ai pas eu la chance encore de regarder les entrevues qu'il a fait, mais j'ai vu quelques quotes là, qu'il a dit. Puis, il semble être conscient un peu de c'est quoi les problèmes présentement au hockey au Québec. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire en fait pour régler ces problèmes-là? Ça, évidemment, c'est seulement lui qui a la réponse à tout ça. Mais ça va être une bonne tête de hockey. Puis, je pense que, comme tu as mentionné, on va être en voiture avec lui là, à la barre de Hockey Québec. Là, parce que oui, il faut que les choses changent. Tu sais, on critique souvent là, qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui percent là, au niveau de l'élite et qui se rendent jusqu'à la LNH. Et moi, je pense qu'il y a un gros problème au niveau du développement à ce niveau-là, puis ça part d'en bas. Ça fait longtemps. Donc, bien hâte de voir là, quelles seront les solutions, mais je ne suis pas trop inquiet pour lui. Je pense qu'il va être une très bonne tête de hockey là, pour Hockey Québec. Ouais, puis tu sais, il va falloir être patient un petit peu. Là, on a tous joué au hockey. Là. Moi, ça fait un petit peu plus longtemps que toi, mais même dans mes années à moi, c'était déjà difficile. Fait que, on faisait juste pelleter par en avant depuis trop longtemps avec Hockey Québec. Puis on le voit, là, comment que la ligue universitaire américaine fonctionne en Finlande, en Suède, comment que le hockey est mieux formé là-bas. Donc, je pense que le virage nouveau là, 2022 va faire du bien. Puis il faut laisser une chance à Justin Thibault. Il est jeune. L'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas très vieux, fait qu'il est là pour être un peu plus longtemps. Puis c'est un gars qui aime graviter là-dedans. Puis en plus, je pense qu'il est président ou propriétaire du Phoenix de Sherbrooke, il me semble. Oui, ben, il y a un des actionnaires, je pense, du On Phoenix. est actionnaire. Donc, c'est un gars qui voit qu'il s'en vient. C'est un gars qui donne son temps au Québec. Puis je pense qu'on va lui laisser une chance. On va t'en avoir de lui là-dessus. Puis tu sais, ce que tu as mentionné, ce qui est la clé dans tout ce que tu viens de dire, c'est qu'il faut être patient parce qu'une Ah structure, ouais. ça ne change pas du jour au lendemain. Il ne faut pas s'attendre à ce que Justin Thibault garoche tout d'un bord puis de l'autre puis qu'on ait des changements dès cette année ou même l'an Non. prochain. Il faut analyser un peu la situation, puis Dieu sait qu'il va y avoir du pain sur la planche de ce côté-là. Donc, ça va prendre quelques années, d'après moi, avant de ressentir là, son arrivée. Mhm. Mais comme j'ai mentionné, je ne suis pas trop inquiet qu'il va prendre de bonnes décisions pour justement redorer un petit peu le blason du hockey au Québec parce que il y a des sports là, qui sont en train de. Je ne dirais pas de surpasser le hockey. Je pense que le hockey est encore le sport numéro 1 au Québec, mais on voit pas mal de jeunes aussi jouer au soccer, jouer au baseball. C'est plus diversifié. Puis le hockey, c'est tellement un sport qui est dispendieux que juste ça en partant à la base, Ah on ne ouais. parle même pas de comment ça se déroule avec Hockey Québec puis tout ça, mais juste en termes d'inscription puis tout ça, les coûts, des Très fois, dispendieux. c'est très dispendieux. Donc, Ouais. en partant, tu perds plusieurs familles, là, juste là. Ouais, ouais, puis tu sais, juste pour terminer ce point-là, tu sais, j'écoutais la radio cette semaine, puis on a 92 ou 93 000 joueurs de hockey au niveau amateur cette année dans les ligues de hockey Québec, finalement. Puis juste au soccer, l'année passée, on a eu 145 000 personnes. Donc, le hockey, tranquillement, pas vite, descend, a eu d'augmenter. Puis je pense que la nomination de Jocelyn va aider à ce niveau-là. Moi, de mon côté, mon coup de cœur, c'est un petit peu plus léger là, comme sujet, mais Connor McDavid qui aurait tout un show contre les Rangers avec son fameux but. Là. Incroyable. Honnêtement, là, il n'y a même pas de mots pour décrire ça pour vrai. À Là. chaque année, hein? À Puis chaque en année, plus, il je en l'ai fait vu un live, plus. ce but-là, dans le sens que je regardais vraiment le match. Là. Puis là, tu sais, ça faisait un bout là, que McDavid, Draisaitl, puis son trio là, bourdonnait. Je me disais, à un moment donné, il va finir par la mettre dedans.
Puis peut-être 5 minutes après, je le vois arriver en zone centrale. Je dis, ça y est. Puis comme de raison, il a déculotté 4. Il y avait 4 chandails blancs autour de lui. Il n'y en a pas un qui a touché à la rondelle. Puis après ça, non seulement il se débarrasse de 4 joueurs des Rangers, mais il déculotte le gardien en plus. Puis après ça, ils vont gagner ça en prolongation avec un but de Draisaitl sur une passe de qui? Encore une fois, McDavid. Yeah. Honnêtement, c'était vraiment une belle fin de match entre ces deux équipes-là. Un match très offensif aussi. Oh, oui. Donc, honnêtement, les partisans qui étaient live là, à ce match-là, ben, ils n'ont eu pour leur argent solide. Donc, chapeau Connor pour cette belle pièce là, de jeu qu'on va voir encore dans plusieurs années. Ça, il n'y a aucun doute. Ouais, je pense que le plus drôle là-dedans, c'est son entrevue d'après-match. Sa fameuse coach qui a dit je suis payé pour scorer le genre de but comme ça, puis c'est le genre de choses que je peux faire. Donc, ben moi, c'est surtout. J'ai juste pas pensé, je l'ai essayé, puis ça a marché. Moi, c'est surtout sa réaction quand il a scoré. As-tu vu le screenshot là, qu'il avait l'air aussi surpris que tout le monde que ça ait marché? Là. Je pense que c'est un but que tu rêves d'avoir, jeune, puis tu réalises pas que tu peux le faire. Mais... C'est le genre de but que tu scores à patinoire du quartier puis que t'es bien content, mais NHL, ça, c'est. Il y a juste des gars comme lui qui peuvent faire des buts de même. Puis c'est de toute beauté. Oh, oui. Maintenant, ton coup de pied de la semaine, puis j'ai hâte de l'entendre parce qu'avant le début du show, tu m'as dit tu vas trouver ça drôle puis tu sauras même pas quoi dire à ça. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi ton coup de pied. Écoute, je suis international avec ça. On parle toujours de hockey, mais on n'a pas seulement le Québec puis le Canadien puis la nationale, mais j'ai vu passer ça aujourd'hui là, sur Balcourbe. J'ai trouvé ça tellement drôle. Donc, je suis allé lire un petit peu plus là-dessus. Donc, les Canadiens ont joué un match amical contre la Finlande dans le hockey féminin. Qui a remporté 4-2. Je pense savoir ce que tu t'en vas avec ça. Qui a remporté 4-2, mais écoute, mon coup de pied, ça va à la Fédération nationale de hockey sur glace, la IHF. Là. Écoute, aïe aïe. Donc, pour le joueur du match, ça a été notre fameuse Québécoise, là, Poulain, qui a gagné la joueuse du match du Canada. Puis du côté de la Finlande, je ne sais pas ce que son nom, ils l'ont pas marqué sur. Je ne l'ai pas trouvé, mais ils ont reçu comme cadeau un fer à refriser. Écoute, je sais pas quoi dire, je comprends rien. Écoute, c'est des filles. Tu sais, c'est là qu'on voit que le ridicule est là. C'est des joueurs professionnels de hockey sur glace. C'est des bonnes joueuses. Je me sens que je verrai au Centre Bell, le joueur du match, recevoir je sais pas moi, tu sais, un marteau à cause que c'est un gars. Ça fait aucun sens. Mais on voit que le hockey est très préhistorique, là. Ça n'a juste aucun sens. Là. C'est débile. Surtout, c'est donné par Luc Tardif. Je pense que c'est ça qui est le pire. Il me semble que tu pourrais savoir ces choses-là, là, mais en tout cas, c'est mon coup de pied. Moi, j'aimerais ça voir le meeting des gens qui se sont dit bon, qu'est-ce qu'on donne à la joueuse du match? Ben, c'est une fille, des cheveux, fer à friser. Oh oui, on se trompe pas avec ça. Voyons donc. Incroyable. Fait que c'est mon coup de pied. Écoute, c'est cocasse. On en rit, mais je fais pas pour ça. On en rit parce que c'est ridicule pour vrai. Là, c'est... Ouais. Un petit update sur ce qui vient de scorer. Ben ouais. Avec une passe de Matt Hoffman. Lui, il va très bien. On va en reparler dans quelques instants, mais 13 en 15. C'est 13 en 15. une rare lumière là, du côté du CH. Là, c'est bien lui. Moi, au coup de pied de la semaine, ça va peut-être en surprendre plusieurs, mais c'est les Panthers de la Floride. Et là, vous allez dire, pourquoi les Panthers? Eh bien, samedi, les Panthers jouaient un match qu'on attendait avec beaucoup d'impatience parce que c'était un match contre les Hurricanes de la Caroline. Les deux équipes étaient invaincues en temps réglementaire, si je ne me trompe pas, à ce moment-là. Je sais que les Hurricanes étaient invaincus tout court. Et c'était probablement les deux équipes là, dans l'Est là, qui étaient au sommet. Et on a fait tout un statement du côté des Panthers. À un certain moment, si je ne me trompe pas, c'était 4-0 pour les Panthers. On a vraiment lancé un message. Là, je me suis dit, wow, les Panthers viennent vraiment là, de montrer c'est qui le boss là, dans l'Est. Et le match suivant, ils se font dévisser par les Devils du New Jersey qui sont, si je ne me trompe pas, à ce moment-ci, ils sont 6e ou peut-être 5e dans la métropolitaine. Mais tu sais, c'est rien contre les Devils. Mais c'est pas un club là, de haut de classement. Puis, tu sais, il aurait perdu 3-2 en prolongation. Ça n'aurait pas été mon coup de pied de la semaine parce que, tu sais, ça arrive. Là, on dit qu'on se met de la parité au hockey dans la LNH. Puis c'est vrai. Là, n'importe quelle équipe peut battre n'importe qui. Mais c'est la façon qu'ils ont perdu. Là, 7 buts accordés avec l'équipe qu'ils ont, l'offensive qu'ils ont également. Oui, ils ont marqué 3 buts, mais tu sais, ça n'aurait pas dû finir un match comme ça. Puis je suis un peu déçu parce que tu sais, c'était comme wow, ils ont lancé un message, puis le match d'après, ouf, ouais, ça ne regarde pas trop bien.
Fait que, tu sais, c'est plus à ce niveau-là, parce qu'évidemment, les Panthers, c'est une bonne équipe. Oui, c'est encore une des bonnes équipes de la LNH, sans aucun doute. C'est une très bonne équipe. Même si je pense que ce soir, ils perdaient contre les Pingouins, mais là, j'ai pas d'update. C'était 2-1 tantôt pour les Pingouins. Mais j'ai vraiment pas aimé. Est-ce qu'on a joué un match trop émotif du côté contre les Hurricanes, puis on n'avait comme plus rien à donner aux Devons par la suite? Pourtant, on avait des journées de congé entre ces deux matchs-là. Donc, je trouve ça un petit peu étrange, ce contraste-là. Puis ça vient de gâcher un petit peu le message, selon moi, qu'on avait envoyé aux Hurricanes là, samedi passé. Probablement, mais il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont joué samedi contre les Hurricanes. C'était un match émotif. On jouait lundi aussi contre les Rangers, qui ont perdu contre les Rangers d'ailleurs lundi soir. Puis là, on jouait un 2-2 mardi contre les Devils. Puis là, ils se sont fait écraser 7-3. Donc, 3 matchs en 4 jours. 2 matchs émotifs. Je pense que les Rangers, cette année, sont une grosse équipe aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Là, ça devait être la partie que tu allais chercher plus facile. Ça a été le contraire. Là, écoute, je pense que c'était quoi? Il me semble qu'ils ont pris l'avance en plus, je pense, en deuxième, où c'était 3-3. Pour ça s'est fait en troisième période, 3 buts. Merci, bonsoir. Donc, non, effectivement, c'est pas facile. Puis écoute, on espère juste que ça va arrêter là parce que c'est une belle équipe. Puis on veut pas non plus que cette équipe-là sombre. Mais est-ce que le départ de Joel Kenville commence à se faire sentir déjà? Ça, c'est un bon point que tu amènes par contre, parce que c'est vrai que pas longtemps. C'est-tu lui qui était derrière le banc pour le match contre les Hurricanes? Je me souviens. Non, il avait été. C'est le premier match qui n'a pas entraîné, qui n'a pas été entraîneur, je pense. Ils ont bien rebondi de tout ça, mais là, on dirait que peut-être, comme tu as mentionné, c'est l'effet Kenville qui disparaît de plus en plus. Rien enlevé aux coachs là, qui sont là présentement, mais on s'entend que Kenville, on a parlé dans le dernier podcast, ce qu'il a fait, c'est inacceptable, mais ça demeure quand même un des meilleurs coachs là, que la LNH a vu. Et quand tu c'est Andrew Brunette qui était entraîneur, donc il n'était pas là. C'est le premier match contre les Carolines qui n'était pas là. OK. Fait que, non, c'est ça, c'est quand même un gros morceau là, derrière le banc là, qui s'en va. Donc peut-être, tu as amené des bons points. C'est sûr que quand tu joues un 3 matchs en 4 soirs, ça n'aille pas non plus, mais c'est comme je dis, c'est la façon. Là. Comme si tu avais perdu, mettons, 3-1, 4-2, tu me dis, bon, OK, peut-être, mais 7-3 contre les Devils, là, pour moi, ça vient un peu. Ça vient un peu de scraper le Trump, hein? Tu joues deux parties qui sont émotives contre 2 bonnes équipes. Tu arrives contre une équipe qui est supposée être moins bonne, puis c'est là que tu te fais avoir. On a vu ça souvent avec les Canadiens au cours des dernières années. C'est pas la première fois que ça arrive. Fait que... Ben écoute, tu viens de faire un excellent lien avec le Canadien parce qu'on va attaquer ce que le Canadien a fait dans la dernière semaine. Et encore une fois, pauvre toi, ils ont battu des Red Wings. Mais écoute, ils sont là. Écoute, l'année passée, c'était la seule équipe qui n'avait pas réussi à battre. Ouais. C'était les Red Wings. Cette année, ils ont juste des victoires. Fait qu'écoute, on va le prendre comme ça. Par contre, bon, ça a été un bon match là, pour le Canadien, mais c'est un peu le seul point. J'essaie de restarter ma game parce que j'ai cliqué sur de quoi qu'il ne fallait pas. Mais ouais, ça a été un peu le seul point positif de cette semaine-là du Canadien parce que contre Vegas, ils ont starté tellement fort, mais encore une fois, les vieilles bébites qu'on a vues depuis le début de la saison sont revenues. Discipline du côté du Canadien. On a accordé des bons désavantages numériques. Et encore le fameux syndrome de j'accorde un but, ben là, il y en a 3-4 qui rentrent de suite, puis après ça, on perd le contrôle. C'est exactement ça qui est arrivé. Sinon, pour le match contre les Kings, c'est vrai, ils jouaient contre les Islanders juste avant. Ça, c'est un autre match contre les Islanders que c'est la même chose. On s'est fait accorder un but, puis après ça, c'était terminé. On s'est fait accorder 3-4 buts de suite par la suite. Donc, aussitôt qu'on accorde un but, c'est la débandade par la suite. C'est arrivé contre les Islanders, c'est arrivé contre les Golden Knights. Golden Knights aussi. Contre les Kings, ça a été un excellent match, mais là, je dois lancer la pierre à Jake Allen là-dessus pour les 2 premiers buts. C'est des lancers, premier lancer, côté rapproché, aucune circulation, tu dois arrêter ça. Ensuite, le deuxième but, même chose, aucune circulation. C'était un bon lancer quand même de Lemieux, je vais lui donner. Ouais. Mais c'est des lancers sans circulation que tu es censé d'arrêter ça. Puis même ce soir, le deuxième but des Flames, j'ai vu que tu as fait un statut par rapport à ça. Mais, tu sais, encore une fois, elle a des battus du côté rapproché. C'est des buts que tu dois arrêter. Tu sais, c'est des buts que... Tu sais, quand j'ai mentionné tantôt, le Canadien joue un bon match. Là, tu vois ton gardien accorder un but de même, tu te dis, bon, pas encore. On donne tout devant lui, puis il n'est pas capable de faire les arrêts-clés quand c'est le temps. Là, heureusement pour le Canadien, présentement, il mène 3-2 puis il reste 5 minutes au match. Là, mais
autant que Jake Allen peut connaître un excellent match, comme ça a été le cas à San Jose où il arrêtait tout ce qui bouge, autant qu'il accorde tout le temps 1 ou 2 buts par match qu'on se dit, ouais, ça, c'est des buts qu'il aurait peut-être dû arrêter par contre. Donc, mais tu sais, en même temps, comme je l'avais déjà mentionné, il y a peut-être 2 podcasts, c'est pas pour rien qu'il n'était pas numéro 1 à Saint-Louis. C'était son genre de truc aussi. À Saint-Louis, il était jamais capable de garder le net comme numéro 1 parce qu'il livrait des performances de la sorte, qu'il accordait tout le temps des mauvais buts à chaque match. Donc, malheureusement, encore une fois, les Canadiens qui ne s'aident pas beaucoup. Là, sont sur la voie de gagner ce soir, mais c'est pas cette victoire-là qui va tout faire effacer ce qu'ils ont eu auparavant. Là. Non, exact. Puis tu sais, je lis souvent cette discussion-là sur mon Facebook parce que je trouve que un gardien comme n'importe qui mesure en haut de 6 pieds 4, 6 pieds 3, comme Carey Price à 6 pieds 3, quand il est en papillon à terre, a la chance de couvrir le haut de son filet. Il y a peut-être un demi-pied de libre. Si on regarde Jake Allen, dans les buts qu'il a donnés depuis les 3 dernières rencontres, quand il est en papillon, il a les épaules par en avant. Donc, il y a un pied et demi de libre dans le haut du filet. Puis les gars, mais ils vont lever la rondelle là. Donc, l'effet papillon du gardien, on dirait que sur Jake Allen ne fonctionne pas parce que, comme tu dis, c'est un tir à l'opposé, à l'extérieur du filet, puis il passe comme ça, tu sais. C'est pas la première fois que ça arrive avec Jake Allen. Donc, c'est le genre de but qu'on dit que Carey Price ne sera pas passé, non seulement parce qu'il a une meilleure technique, mais aussi parce qu'il est plus gros dans son filet, il est plus grand, plus imposant. Puis c'est là que tu vois que ces genres de buts-là font mal. Jake Allen est souvent à terre, très souvent à terre, se déplace souvent à terre. Donc, si les rondelles n'arrivent pas dans les pads, il est très rapide avec ses pads, a une bonne mitaine. Du côté extérieur, au côté du bloc, là, c'est très difficile. On l'a encore vu à soir, là, mais contre les Kings, il a échappé la game complètement. Le deuxième but, il n'y avait rien à faire. Là. Écoute, ça a été à 6 secondes de la troisième période. Là. Un beau petit citron, merci, bonsoir, c'était fini. Là. Puis au moins, le Canadien a continué. Il y avait de l'énergie, par exemple. Il y avait beaucoup d'énergie. Je pense que le retour de Dano a fait du bien. Moi, j'étais sur place. Donc, je pense que les gens ont apprécié la venue de Dano. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'on l'a hué pendant les 3-4 premiers chiffres de la game. C'est ce que j'allais te poser comme question. Comment tu as trouvé le fait qu'on a hué Dano, puis après ça, grosse ovation, avec des huées à travers semi-assumées? Ouais, c'est ça, Montréal. Je pense qu'on n'aime pas le fait qu'il n'est pas signé pour 500 000. Plusieurs qui ont dit ça, puis j'écoutais les gens autour de moi dire « Ah, on l'a pas signé pour 500 000. » Puis il aurait dû rester pareil pour 500 000 de moins. Je pense pas qu'aucun joueur national va décider d'avoir moins pour avoir ce genre de choses-là. En même temps, c'était à Marc Bergevin aussi de faire sa job et de le signer peut-être avec 250 000 de moins. Donc, tu sais, c'est toujours des quelque chose comme ça, mais au bout de la ligne, je pense que Dano a donné fière chandelle aux Canadiens au cours des dernières années. Puis, il n'y a personne qui peut y en vouloir. Là. Tu vas rester à Los Angeles pour les 5 prochaines années. Un salaire de 6,5 millions. Je connais pas grand Québécois qui vont dire non à ça. Puis, tu sais, ce que les gens oublient souvent aussi. Puis, tu sais, je suis le premier aussi. Regarde, je vais dire les gens, mais je vais avouer que moi aussi, là, j'étais dans le camp de ben voyons, Dano, il avait l'air tellement d'aimer Montréal, pourquoi il s'en va, puis tout ça. Mais, tu sais, ça se peut que le joueur voulait juste vivre autre chose aussi. Tu sais, il est bien beau de dire que tu es québécois, que tu joues proche de ta famille. Mais tu sais, tu as l'opportunité d'aller en Californie, sous le soleil, où tu vas avoir la paix, parce que, évidemment, à Montréal, Dano, c'était tout le temps lui qu'on demandait pour les entrevues, puis tout ça. Là, il va avoir la paix, il va être au chaud, un bon contrat. Tu sais, comme tu as dit, c'est dur de dire non à ça. C'est dur de lui en vouloir. Il n'y a personne. On t'offre demain matin d'aller travailler en Californie pour en plus que tu as une augmentation de salaire par rapport à ce que tu fais présentement. Je pense que tu seras en train de faire tes valises, puis ils vont dire podcast, moi je m'en vais, puis je m'en vais en Californie. C'est l'environnement de l'équipe aussi. Là. Tu joues avec Andy Kopitar, tu joues avec Drew Doughty aussi. Tu vas jouer avec des joueurs qui, ça fait longtemps qu'ils sont là, qui sont déjà l'image. Tu sais, à Montréal, c'est difficile pour un Québécois. Pourquoi? Parce que ça devient l'image rapide de la concession, parce que, on a enfin un Québécois dans l'équipe. Tu sais. Donc, c'est sûr que c'est difficile. C'est pas juste les Gallagher de ce monde puis les Carey Price. On les adore puis on les aime. C'est des bons leaders, mais les médias québécois sont affamés de Québécois. C'est comprenable. Ça vient avec le lot de problèmes, mais en même temps, on le voit, là. C'est difficile. Je ferais ça juste drôle parce qu'il y a une entrevue là-bas à Los Angeles qui parlait, puis il disait c'est drôle, il dit j'ai été capable de faire l'épicerie pour la première fois en 3 ans sans que personne me demande j'étais qui, tu sais. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, c'est sûr que ces gens-là vont essayer d'aller ailleurs. Puis c'est pour ça que de moins en moins de Québécois
ceux qui sont forts sur l'adrénaline, ceux qui carburent à l'adrénaline vont aimer ça. Les Deloriers de ce monde, les personnes comme ça, mais des joueurs qui sont peut-être un petit peu plus low profile, un petit peu plus défensifs, comme Dano, mais c'est pas je pense pas que c'est une bonne chose pour eux autres de jouer à Montréal, puis on le voit souvent. Et aussi, autre chose qui aurait pu faire pencher pour Dano, c'est que il sait très bien qu'à Montréal, la fin est en train de se refermer. Maintenant que Price est vers la fin de sa carrière, Weber, on le verra peut-être même plus. Oui, il y a des jeunes qui poussent, Selon Drouin, non. Qu'on dit qui sont prometteurs et tout ça. Mais si on dit que le Canadien a une pas pire banque d'espoir, ben LA en a une meilleure. Puis en plus, ils ont des joueurs qui sont déjà avec le club présentement. Mm-hmm. Il y a des joueurs qui vont arriver dès l'an prochain. Je pense à un Byfield, je pense qu'il va cogner à la porte, un peu comme Turcotte aussi. Carl Peterson, qui semble être le gardien d'avenir, du moins à court moyen terme. On a déjà des pions placés du côté des Kings. Puis je pense que LA, c'est une équipe qui va revenir en force dans les prochaines années. Alors que le Canadien, quand Price va être parti, est-ce que Primo va vraiment être le gardien qu'on pense? Honnêtement, je me garde beaucoup de réserves à ce niveau-là. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je pense qu'on l'a tellement mis sur un piédestal puis que finalement, il est peut-être moins bon qu'on pensait. Il fait la job avec le Rocket, mais il n'est pas dominant non plus. Mais ça aussi, ça. Oh, 4-2. Et je l'ai pas coupé. Il n'y a pas de problème. Casse pour un but du Canadien, moi. Jake Evans, un deuxième but, un deuxième match. Good job. Ça pourrait être aussi un point positif. Quel but qu'a marqué Evans contre LA? Déculotté. Il a déculotté carrément le joueur des Kings. Mais bref, comme je disais, c'est sûr que ça a dû peser dans la décision de Dano de voir que du côté des Kings, là, on s'en va vers en montant, alors que le Canadien, ben, plus que ça avance, ben, plus qu'on va descendre, là, malheureusement. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres matchs? Non, le prochain, c'est ce soir contre les Flames. Et comme tu viens de mentionner, c'est 4-2. Donc, victoire du Canadien. Le Canadien qui file vers une victoire. Et le but gagnant qui appartient à Nick Suzuki. Ouais. Et ça en est un joueur qui va très bien présentement, Suzuki. Si on peut dire un point positif, ça a démarré très, très lentement. Mais lorsqu'on regarde ses 5 derniers matchs, en excluant lui de ce soir, là, il était rendu à 7 points à ses 5 derniers matchs. Un match de 3 points contre les Red Wings, un match de 2 points contre les Islanders, un autre match de 2 points contre les Golden Knights. Puis là, il a récolté un but ce soir. Je ne sais pas s'il y a un point sur le 4e but. 2 points ce soir, oui. Encore 2 points ce soir. Ouais. Donc, lui, là, il est en train de décoller. 9 points en 5 matchs. Oui, ça fait du bien. Puis écoute, il va être rendu quasiment à 1 point par match. Donc oui, comme tu dis, je pense qu'il faut le voir du bon œil. Écoute, ça n'a pas été facile. Il y avait beaucoup de pression, mais je pense que ça débloque. Puis on le voit avec son trio aussi. Là, il avait souvent des -2, -3 par rencontre. Là, on a eu un +3 contre Détroit, puis là, un -1 dans les 3 derniers matchs. Mais je pense que Nick Suzuki, de plus en plus, va créer de l'offensive, va être plus à l'aise et il va s'emmener avec une meilleure offensive. Mais pour l'avoir vu jouer quelques fois cette année live, il est pesant sur son bâton. Donc, c'est un joueur qui ne s'en laisse pas imposer. Il a eu encore une bonne mise en échec contre LA où il a ramassé... je ne sais pas le nom de le gars de l'autre équipe, là, mais il l'a ramassé en plein milieu de la glace. Donc, c'est le genre de choses qui va aider Suzuki. Prendre la robustesse, prendre la grosseur un peu, se créer de l'espace pour lui-même. Donc, c'est le fun à voir pour vrai. C'est le fun à voir. Puis oui, c'est un point positif pour le Canadien cette année. Puis il faut le préciser, il n'y a pas juste du négatif pour le Canadien. Ben Sherratt aussi, c'est un point positif là, dans les meneurs de la Ligue nationale pour 4 buts pour un défenseur, malgré tout. Donc, je pense que tranquillement, pas vite, le Canadien réussit à jouer son plan de match. 2 buts en powerplay encore à soir. Donc, ça aussi, ça débloque, ça fait du bien. Donc, il faut juste avoir un petit peu plus de constance. Puis pas que quand on a une victoire, on se fait planter 6-1 le lendemain. Parce que n'oubliez pas qu'à chaque victoire du Canadien cette année, la rencontre d'après se sont fait scorer au moins 5 buts à toutes les rencontres. Chose que tu dois saliver en ce moment parce que le prochain match, c'est contre les Red Wings. Les Red Wings, samedi. À Détroit. Ben oui, avec Tyler Bertuzzi probablement, ce qui n'était pas le cas des 2 premiers matchs, étant donné de sa situation au niveau vaccinal, si on peut dire. Exact. De la sorte. Donc, justement, 2 matchs ce week-end. Canadien, Red Wings samedi et enfin un match Canadien-Boston qu'on n'a pas vu depuis 2 ans. Ça fait longtemps, ça. La pandémie. Tu t'attends à quoi pour le week-end pour le Canadien contre les Red Wings et les Bruins? Écoute, il faut aller chercher une victoire contre les Red Wings puis il faut avoir un bon match contre Boston. Écoute, les Red Wings surprennent cette année. Les jeunes vont très, très bien. Là, Moritz Seider et Lucas Raymond sont très, très, très performants cette année. Mais le Détroit, je pense qu'ils sont encore
encore fragile, perdre ce soir 2-1 contre les Capitals, les Forts Capitals, d'ailleurs avec Zachary Foucalé devant le filet pour la première fois dans sa carrière. Donc, un petit point à apporter là-dessus. Mais je pense que c'est le temps là, pour le Canadien peut-être d'en coller une deuxième collée. Ça va leur faire du bien. Puis le gros défi va être contre les Bruins qui n'ont pas un super bon début de saison. Écoute, ils sont maintenant 6-5, ont perdu contre les Oilers ce soir 5-3. Donc, c'est peut-être une autre chance d'avoir une fin de semaine avec 3 victoires collées. Je pense que les Bruins sont fatigués de leur début de saison. Ullmark ne fait pas tellement le travail présentement. D'ailleurs, les rumeurs parlent qu'on déjà on aura une date pour le retour de. Là, j'ai un blanc parce que je voulais dire l'ancien gardien des Bruins depuis les dernières années. Rask? Ouais, Tuukka Rask. Donc, Tuukka Rask pourrait revenir cette année pour les Bruins. Donc, écoute, je pense pas qu'on a le début de saison se compter chez les Bruins. Donc, c'est peut-être temps de prendre l'avantage du Canadien. Écoute, on pourrait se retrouver à la fin de la semaine avec un 6-10-1 si tout va bien, s'ils gagnent les 2 rencontres en fin de semaine, ce qui pourrait changer un petit peu l'allure du début de saison. Mais écoute, il faut que le Canadien gagne un rythme d'enfer s'ils veulent faire les séries. Là, on parle de 95-96 points cette année. Donc, il va falloir qu'ils mettent l'épaule à la roue et que Carey Price revienne quand même rapidement. Ce qu'on souhaite pas, ce qu'on souhaite seulement, c'est qu'il soit bien et qu'il soit à l'aise de revenir dans le temps qu'il faut. Évidemment, c'est une situation de 2 matchs en 2 jours, en 2 soirs. Donc, j'imagine qu'on devrait voir Samuel Montembeault devant le filet. Puis lui, j'aimerais ça qu'il connaisse un gros match parce que, il n'y a pas eu beaucoup de départs depuis le début de la saison. On a donné beaucoup de travail à Jake Allen. Puis quand il était devant le filet, ça n'a jamais été des départs convaincants de sa part. Donc, j'aimerais ça pour lui qu'il ait un bon départ. Est-ce qu'on va l'envoyer contre les Red Wings vu que c'est l'équipe la plus faible, entre guillemets, entre les deux? Probablement. Donc, j'ai hâte de voir quelle sera. Puis en plus, que Allen a gaulé quoi? Elle est toute rendue à 6 games de suite. Là, c'est la 13e ce soir. Combien? 13e départ ce soir. Bon, c'est ça. Fait que je pense qu'un petit break là, pour Jake Allen, ça ne ferait pas de tort. Je m'attends à une fin de semaine coupée en 2. Je pense qu'ils vont aller chercher 2 points sur 4. Moi, j'ai peur des Red Wings en fin de semaine. Là. Ça fait 2 fois qu'ils perdent contre le Canadien. Bertuzzi va être là. Ça va changer pas mal la donne avec les jeunes de talent qu'on a là-bas, comme tu as dit, Sider et Raymond, qui connaissent tous un gros début de saison, les deux. Mais je vais y aller avec un 2-4. Quelle équipe qui vont battre ça? J'en ai aucune idée parce que pour vrai, les deux Canadiens peuvent les battre, mais les deux, ils peuvent aussi se faire rincer aussi. Donc, c'est dur à dire. Oui, puis j'ai hâte de voir l'émotivité contre les Bruins. C'est toujours des matchs émotifs contre les Bruins. C'est toujours des parties qui sont intéressantes à voir. Puis écoute, je n'haïs pas la formation du Canadien depuis les rappels. Je déteste pas Michael Pezzetta et Belzile sur la glace. Ça a apporté son lot de positif. C'est bizarre, on s'en parlait dans le dernier podcast, puis on en riait un petit peu, mais écoute, ça apporte son lot de positif. Puis écoute, on est partisan un petit peu, on est partisan des autres équipes aussi, mais c'est sûr que de voir notre équipe du Canadien rusher comme ça, là, j'excuse mon anglicisme, là, avoir de la misère comme ça cette année, c'est pas toujours le fun, mais regarde, on va souhaiter que ça soit des bonnes rencontres au moins, que ce n'est pas des rencontres de 8-1 ou de 7-3, là, comme c'est souvent le cas. Écoute, on va passer au prochain sujet parce que c'est un peu le gros morceau là, du podcast parce que enfin, la saga de Jack Eichel est terminée. Et il se retrouve avec une fichue de bonne équipe, soit les Golden Knights de Vegas. En retour, les Sabres qui ont mis la main sur Alex Stock, Peyton Krebs, entre autres, et des choix au repêchage aussi. On va y aller en 2 volets pour ce sujet-là. Tout d'abord, pour les Golden Knights, qu'est-ce que ça représente pour eux, l'ajout de Jack Eichel? Est-ce qu'on doit les mettre dans les discussions pour remporter la Coupe Stanley cette année avec cette acquisition-là? Ou si, selon toi, il en manque encore là, pour Vegas? Tout va dépendre de comment que Eichel va arriver. On parle déjà d'un retour peut-être pour les séries, donc on ferait un peu comme Tampa Bay l'année passée. Donc, la crosse Kucherov. Oui, la crosse Kucherov. Donc, tout dépendamment. Eichel, on sait tous que c'est un excellent joueur. C'est probablement un joueur de concession aussi. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un joueur de décennie, par contre, mais je pense que Eichel peut apporter son lot offensivement. Surtout qu'ils vont avoir un vrai premier centre avec Jack Eichel. J'ai rien contre les joueurs de centre qui sont là avec Vegas présentement.
Mais je pense que là, avec un gars comme Jack Eichel, on est solide en offensive avec un premier trio qui va vraiment être un vrai premier trio offensif. Par contre, reste à voir la chimie. Donc, tout le monde le sait, Jack Eichel n'a jamais été un gars d'équipe. En tout cas, on ne l'a pas vu ça avec Buffalo. Est-ce que de rentrer à Vegas avec tous les vétérans qui sont là va aider? Probablement. Probablement qu'un gars comme Pietrangelo emmène large dans la salle, dans la chambre. Donc, c'est le genre de place, je pense, c'est un deuxième départ qui va faire du bien pour Jack Eichel. Mais je pense que Vegas, là-dessus, gagne si l'opération va bien et s'il se présente en forme pour les séries. Je ne suis pas prêt à les mettre, par exemple, comme gagner la Coupe Stanley à cause de Jack Eichel. Moi, je vais dire oui, qu'on peut maintenant les mettre parmi, je dirais pas les favoris par contre, je dirais pas les favoris, mais je pense que c'est une équipe qu'on peut considérer comme étant une équipe qui peut aller jusqu'au bout avec l'ajout de Jack Eichel, parce que là, ça vient de remettre, tu sais, quand on dit les joueurs ne sont pas dans la bonne chaise, Ouais. ben, juste l'ajout d'Eichel, ça vient de placer l'organigramme au centre de la meilleure façon que Vegas pouvait avoir, dans le sens que là, comme tu as mentionné, les Golden Knights sont un vrai centre numéro 1 avec Jack Eichel, va jouer probablement avec Mark Stone puis Max Pacioretty. Ça va être un des meilleurs trios de la Ligue, selon moi. Oui. Oh, oui. Puis Eichel là, peut retrouver ses repères rapidement parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Ouais. Il risque d'avoir un petit peu de rouille là, dans le cas d'Eichel. Ça fait quand même un bout qu'il n'a pas joué. Mais sinon, je pense que ça va être un des trios les plus dangereux là, de la Ligue. Et avec Eichel maintenant sur la première, ben, ça fait en sorte que William Karlsson glisse sur la deuxième ou Chandler Stevenson. Prenez-lui que vous voulez. Probablement Stevenson, oui. Et ensuite, le troisième va aller soit Stevenson ou Karlsson, selon celui qui va être sur le deuxième trio, va aller ensuite sur le troisième trio. Donc, ça vient t'équilibrer tes trios comme du monde. Et bon, Vegas, on sait qu'on a une bonne défensive avec Pietrangelo et Theodore, entre autres. Devant le filet, j'ai un point d'interrogation. Je ne pense pas que Lehner, c'est un gardien d'élite. Moi, je pense que Fleury manque un petit peu là, du côté des Golden Knights, sans dire que Lehner est mauvais. Mais je ne trouve pas que Lehner, c'est un gardien dominant. On a Laurent Brossoit là, comme deuxième gardien. Est-ce qu'on va peut-être essayer d'en chercher un autre? Je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'avec le groupe d'attaquants et les défenseurs que Vegas ont, avec l'ajout d'Eichel, ça va donner un bon push là, pour eux. Et je les vois pas nécessairement remporter la Coupe Stanley, mais je pense qu'on peut les mettre parmi les équipes là, qui peuvent très bien se rendre jusqu'au bout. Je suis d'accord avec toi. Puis d'avance, c'était une bonne équipe. Je pense qu'on se renforce, mais moi, je pense que ça va être plus l'année prochaine. Je pense que Jack Eichel va être rouillé en arrivant dans les playoffs. Il va probablement faire jusqu'à la finale de la division ou les demi-finales de la division. Puis pour ça, ils vont se battre contre les équipes qui vont être là. Et je pense pas que Jack Eichel va être le game changer, finalement, pour cette année. Mais je pense qu'à long terme, avoir Jack Eichel sur son premier trio, pas mauvais. Pas mauvais pantoute. Maintenant, on va aller du côté des sabres. Qu'est-ce que cette transaction-là représente pour les sabres maintenant qu'on s'est débarrassé de cette source de distraction-là? On a reçu des pièces plus que potables en retour. Peyton Krebs, c'est un des bons espoirs là, que Vegas avait. Et d'ailleurs, là, il connaît déjà du succès dans la Ligue américaine là, avec la formation de Rochester. On a obtenu un gars comme Alex Stock, qui n'est pas un joueur d'élite, mais qui avait l'air heureux d'aller à Buffalo. Je pense que c'est le seul joueur que j'ai vu de ma vie qui était content d'aller à Buffalo, pour vrai. Mais ce qu'il faut, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est un gars natif de cette région-là. Ouais. Donc, lui a grandi en regardant les sabres. Donc, lui, c'est comme le Québécois qui retourne jouer pour le CH. Ça, c'est un peu l'équivalent. Exact. Et les sabres sont pas mauvais cette année. Pour vrai, je m'attendais à vraiment pire. Et c'est à se demander si, justement, Eichel faisait partie d'un des gros problèmes de l'équipe plus que la qualité de l'alignement des Sabres de Buffalo. Honnêtement, c'est dur. On ne pourra pas vraiment répondre à cette question-là parce qu'évidemment, on n'est pas dans le vestiaire, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à un moment donné, quand on fait 1+1, ça fait pas mal 2, là. Effectivement, puis c'est un peu pour ça qu'on a des questions autour de Jack Eichel à chaque année. Même avec Vegas, ça va sûrement fonctionner. Est-ce que le gâteau va pogner et puis il va commencer à gonfler? C'est ça l'affaire. C'est que on a une équipe complètement différente cette année. On n'a pas d'attention médiatique et surtout sur la saga Eichel depuis 3 ans déjà ou 4 ans avec les Sabres là, qui chialent et qui n'est pas content de l'équipe. Donc, je pense qu'on a enfin libéré un poids. Puis ça paraît cette année. L'équipe va très bien. Juste pour 500, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Des joueurs qui ont explosé aussi au niveau des points. Là, Rasmus Asplund, on ne pensait pas qu'il ferait 10 points en 12 games. Mais c'est comme ça. Et moi, je pense que qu'est-ce qui est le fun du deuxième volet de cet échange-là, c'est
ce que les Sabres peuvent avoir si les Golden Knights ont un choix dans le top 10. Donc, les conditions des deux choix de repêchage, puis on sait déjà qu'ils ont beaucoup de choix de repêchage déjà, les Sabres. Donc, je pense que la banque de choix et la banque de jeunes va encore une fois exploser là-bas. Donc, il va probablement avoir un ou deux bons joueurs là-dedans. Puis on a déjà des joueurs qui sont jeunes dans l'équipe qui déjà graduent tranquillement, pas vite dans la Ligue nationale. Donc, écoute, ça va être à eux de voir puis de bien gérer leur situation. Mais au bout de la ligne, je pense que chacun des deux joueurs, chacune des deux équipes est gagnante. Puis au niveau de Jack Eichel, il est content parce qu'il va avoir la fameuse chirurgie qu'il voulait avoir, donc le remplacement du disque dans le cou. Donc, écoute, c'est du donnant-donnant, c'est des choix repêchage. Comme tu dis, Peyton Krebs va bien. Il faut dire que Rochester va déjà bien cette année. Je pense que c'est la première équipe dans la ligne américaine de hockey, si je ne me trompe pas. Mais sinon, écoute, moi, je pense que c'était prévu, c'était faisable. Puis, hey, why not Coconut? Pourquoi pas Vegas? Et aussi, ce qu'il faut mentionner, parce que là, il y a eu des rumeurs là, avec les Flames, là, que les Flames étaient prêts à donner Ketchuk, Monahan, puis en tout cas, whatever. Là. Mais peu importe, je pense que du côté des Sabres, ce qu'on a voulu faire, puis il y a quelques journalistes qui ont soulevé le point aussi, c'est que Dylan Cousins, qui est un des meilleurs espoirs, a joué beaucoup avec Peyton Krebs, avec Hockey Canada, dans différents niveaux, que ce soit U18, World Junior aussi. Donc, on voulait peut-être essayer de recréer cette chimie entre les deux joueurs. Et là, la balle est pas mal dans la cour là, des personnes en charge du développement des Sabres parce qu'on sait que les Sabres ont eu vraiment des grosses lacunes au niveau du développement. Plusieurs choix top 10 là, qui ne se sont pas là, développés là, comme on aurait souhaité. Je pense à des gars comme il y a Dallin là, qu'on commence à avoir des points d'interrogation. Oh, oui. On a eu des gars comme Alex Nylander que finalement on a échangé du côté de Chicago. Casey Middlestad qui était dominant là, au World Junior là, avec les États-Unis. Mais il commence à prendre un peu ses aises, mais c'est pas le joueur qu'on pensait qu'on allait mettre la main dessus lorsqu'on l'a repêché, du moins jusqu'à maintenant. Mm-hmm. Sinon, là, il y en a un autre aussi qui m'échappe que les Sabres n'ont pas réussi à développer non plus, mais là, ils ont deux beaux projets en Dylan Cousins et Peyton Krebs. Ils ont Jack Quinn aussi qui brûle la ligue là, dans la Ligue américaine. Et c'est une recrue d'ailleurs là, qui joue là. Donc, une grosse première saison pour lui. Là, on a quelques beaux joyaux. Là, il faut faire quelque chose avec là, parce que la relance des Sabres va passer par ces gars-là parce que Eichel, c'était la superstar là-bas. Là, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui reste, le Sam Reinhart qui a quitté également. Ouais. Là, il reste plus tant grand-chose. Là. Il reste un peu des vieux de la vieille là, avec Okposo, des Jeff Skinner. Il y a Victor Olofsson là, qui est encore relativement jeune. Tu as mentionné Asplund aussi de ce côté-là. Mais sinon, on n'a pas vraiment de grosses vedettes offensives là, qu'on sait que ça va être une superstar. On en a trois là, qui, sans dire qu'ils vont nécessairement être des superstars à coup sûr, mais c'est des joueurs qui peuvent jouer facilement top 6, puis même sur le premier trio dans la LNH. Là, il faut qu'ils réussissent. Là. Ils ne peuvent pas se permettre de battre pour zéro là-dessus parce que là, c'est vrai que ça ne marchera plus du côté des Sabres. Non, exact. Puis, tu sais, c'est aux jeunes vétérans de prendre la place. Tu sais, je pense au joueur qui t'est échappé tantôt, c'est Girgensson, là, qui est là depuis quoi, 2012? Je pense qu'il était repêché en 2012. Puis il y a Grigorenko aussi qui ont repêché. C'est Grigorenko qui a repêché en 2012 aussi. Exactement. Tu sais, donc, il n'a pas fait, je pense, 30 points, ou il a fait une saison de 30 points, je pense, en Ligue nationale, Girgensson. Tu sais, c'est un joueur qui avait le gabarit de l'emploi pour faire des points, n'a pas réussi en 7 ans, donc ça ne se recommencera pas. On a Dallin. Tu sais, Dallin a connu quand même 2 bonnes premières saisons. 44 points à sa première saison en 82 matchs. Après ça, en 59 matchs, 40 points. Après, en 2019-2020. Mais là, on stagne. Mais il faisait froid l'année passée à Buffalo. Là. Il faisait très froid. Donc, tu sais, l'organisation s'en va du bon bord, je pense. Puis en ajoutant peut-être un Alex Stock, puis en ajoutant peut-être un Krebs qui s'en vient l'année prochaine, ça va peut-être aider. Mais évidemment, on va espérer que ça soit plus le fun. Là. Middlestad a joué juste une partie cette année en plus. Donc, ça s'en vient, tranquillement, pas vite. Et pour répondre à ta question, Rochester n'est pas premier. Ils sont deuxième dans leur division avec 6 victoires, 3 défaites, mais ils sont quand même deuxième de leur division. Et ça va quand même bien là, leur chose. Donc, reste à voir. Là, c'est sûr que du côté des Sabres, ce qui est plate un peu dans un sens, c'est qu'on ne verra pas l'effet de cette transaction-là avant encore plusieurs années parce qu'il faut que Krebs se développe. Il faut voir qu'est-ce que les Sabres vont repêcher avec leur choix au repêchage.
Tuck, c'est plus le joueur qu'on va voir à court terme, s'il va réussir à s'acclimater à Buffalo. Mais il va falloir attendre un bon 5-10 ans, là, plus un 10 ans que 5 ans pour voir si cette transaction-là aura souri là, du côté des Sabres. Ouais, effectivement, effectivement. C'est souvent ça, les transactions avec les vedettes, hein, on transige un joueur établi, un jeune joueur, puis 2 choix de repêchage, puis on les voit pas avant 4 ans. C'est malheureusement ça. Avant de passer sur le segment sur réception, je vais te laisser y aller avec un sujet que tu voulais parler là, pour aujourd'hui. Et ça concerne le hockey féminin. Donc, Ouais. le hockey féminin, on n'en parle pas beaucoup, que ce soit dans les différentes plateformes. Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de couverture avec ça et c'est très dommage. Donc, on va prendre quelques instants pour en parler parce qu'il y a eu une nouvelle là, du côté de la NCAA. Oui, c'est une belle nouvelle. Écoute, puis comme tu dis, on n'en parle pas assez, mais je pense que dans notre podcast, en tout cas, moi, je vais me faire un plaisir d'en parler. Là. Donc, ça ne sera pas un fer frisé qu'on va recevoir cette fois-ci. Si j'en capable, ceux qui ont écouté le podcast au début. Donc, évidemment, une bonne nouvelle. Donc, dans la division 1 du hockey féminin, dans la NCAA, dans le fond, le hockey universitaire américain, on passé maintenant de 11 équipes qui vont faire les playoffs au lieu de 8. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le même rendement que les hommes. Donc, les hommes ont 60 équipes de division 1. Donc, il y a 16 équipes, donc 27 des équipes qui le font. Donc, pour les dames, à ça, on va être rendu à 27 aussi du ratio parce qu'ils ont 40 équipes qui sont commencées par l'université. Puis le hockey féminin grandit de plus en plus aux États-Unis. C'est une chose qu'il faut faire de plus en plus au Canada, je pense. Oui, on a de très bonnes équipes canadiennes, mais on a de la misère à mettre des filles sur le jeu. Et moi, je pense que c'est des choses comme ça que ça va faire changer la vision. Donc, à partir de 2023, 11 équipes vont faire les playoffs là, au lieu de 8. Donc, c'est un petit point que je voulais apporter parce que je pense que le hockey féminin, ceux qui travaillent en coulisses travaillent fort pour avoir plus de crédibilité, avoir plus de sous, avoir plus de commanditaires. Puis la Ligue nationale de plus en plus s'implique, mais je pense que c'est bon de faire notre part des choses puis d'en parler. Oui, c'est peut-être moins excitant que les hommes, mais c'est différent. Il va falloir m'en accepter cette différence-là pour que ces filles-là se développent. Et enfin, il y a un travail de rêve, comme nous, les TQ, on avait garçons avant qui étaient de joindre nationale. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir commencer à parler de plus en plus. Moi, je comprends juste pas. Puis, tu sais, honnêtement, là, je suis dans mon sous-sol, puis je lance des idées comme ça. Fait que, tu sais, je sais pas comment c'est géré, je sais pas c'est quoi qui bloque et tout ça, mais je comprends juste pas que la LNH ne crée pas un circuit pour épauler justement. Tu sais, ça serait quoi que les équipes de la NHL parrainent un peu une équipe de hockey féminin? Tu sais, même pas obligé de forcer les 32 équipes à avoir son équipe de hockey féminin, mais tu sais, ceux qui veulent embarquer, qui embarquent, puis on crée un circuit où les femmes peuvent jouer des matchs de calibre professionnel puis qui peuvent être payées pour ça. Puis, regarde, je sais pas qu'est-ce qui bloque dans tout ça, mais me semble, dans ma tête, ça semble si simple, mais évidemment, je sais que ça ne l'est pas. Il y a plein de choses à travers ça qui doivent bloquer, mais qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais tu sais, les équipes de la NHL ne sont pas à plaindre, ils ont plein d'argent. Ce serait quoi de juste cotiser un petit. Le Canadien l'avait fait un petit peu avec les Canadiennes à l'époque. Là. Ouais. Malheureusement, cette aventure-là n'a pas duré. Mais tu sais, quand même que tu aies juste 12 équipes de la NHL qui embarquent dans le projet, ben tu sais, ça fait 12 équipes de hockey féminin professionnel où tu peux faire une ligue. Parce que dans le passé, il y a eu des ligues à gauche et à droite de hockey féminin, mais Ouais. ça n'a pas duré. Là, je pense qu'il y a une nouvelle là, qui est en cours et que Montréal va embarquer l'année prochaine ou dans 2 ans. La WNHL, dans le fond, là, c'est vraiment là que ça a commencé à se fonder. Donc, la Women National Hockey League. Donc, c'est des filles qui poussent vers le haut avec l'appui de la NHL. Mais tu as raison, puis ça fait plusieurs moments qu'on en parle. Le problème de ça, moi, je pense, c'est que c'est les propriétaires qu'il faut qu'ils décident d'injecter des sous là-dedans. Il y a encore des concessions de hockey qui ne font pas d'argent. Donc, ces concessions de hockey ne veulent pas embarquer. Je D'où pense la que c'est raison pas. pour laquelle je dis, tu sais, on n'a pas besoin de forcer toutes les équipes. Tu sais, quand même, je te dis qu'il y en ait 12 sur 32 qui embarquent, ben ça sera toujours ça au moins qui est. Je suis d'accord, mais je pense qu'on pourrait faire une genre de ligue américaine pour les filles. Là. Ça ne coûte rien aux propriétaires ou presque rien. Là. C'est quoi, 2 à 3 à 4 millions là, pour les joueurs qui ne sont pas signés, qui font juste un one-way en bas. Là. Mais il y a des concessions de ligue américaine qui ne sont pas super dispendieuses puis que les gens vivent quand même bien là, à 80, 100 000 par année. Là. Ce serait le fun d'avoir des salaires au moins que les filles ne sont pas obligées de travailler les fins de semaine puis la semaine pour payer leur hockey. Là. Donc, mais oui, je pense que c'est la discussion sur la table. Je pense que c'est peut-être, comme tu dis, on en a du sous-sol puis on en discute. Mais je pense qu'il y a encore des dinosaures puis il y a encore des personnes dans des propriétaires qui sont influents
qui ne veulent pas injecter d'argent là-dedans, puis il va falloir que la Ligue nationale se penche là-dessus. Je pense que la nouvelle génération doit se pencher là-dessus. Puis écoute, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je comprends pas qu'on est pas capable de chapeauter une ligue. Le basketball le fait aux États-Unis. C'est quoi non l'autre sport? Le soccer le fait aussi, je pense, aux États-Unis là, maintenant. Donc, c'est capable de créer une WNBA, t'es capable de créer une WNHL for sure. Là. Moi, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de faire ça. Donc, ce sera dossier à suivre là, pour Ouais. le hockey féminin. Mais au moins, on a des petites nouvelles comme ça qui sont plaisantes, que ça prouve Oh, qu'il oui. y a du progrès. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, voyons, on va voir ce que la suite va nous réserver. Yes. Sinon, pour clore le podcast, c'est le segment sur réception. Et cette fois-ci, c'est toi qui vas m'envoyer Yes. quelques questions, peut-être des balles courtes, peut-être des rondelles papillons, si sait-on jamais. Non. C'est pas super. C'est pas super. C'est pas super. Ben écoute, vas-y. All right. Fait qu'on évoque la première question. Écoute, on évoque le jargon de la Ligue nationale, évidemment. Là, je vais parler de pas mal de toute la Ligue nationale dans mes questions. Donc, la première, c'est une équipe qu'on parle jamais. Puis je vais avoir tes impressions. Écoute, c'est une équipe présentement qui fait bien, qu'on voit souvent pas aller, mais qu'à chaque année, ils nous surprennent. Donc, moi, c'est ta prestation ou comment tu vois les Blues de Saint-Louis cette année? Donc, c'est quoi tes impressions sur les Blues qui sont 5e, 8 victoires, 2 défaites? Jouent très bien, donc je te laisse aller là-dessus. Ben écoute, ce qui fait le succès des Blues sont 5 victoires, une défaite et une en bris d'égalité à l'étranger. Fantastique. Honnêtement, c'est une équipe puis évidemment, ils jouent également. Ils jouent également bien à domicile, ils sont 3-1, mais tu sais, quand tu joues aussi bien sur la route, honnêtement, c'est dur de ne pas avoir du succès. Puis tu sais, on regarde un joueur comme Jordan Kyrou qui, cette année, il a explosé littéralement. Puis l'ajout de Pavel Buchnevich, c'est correct. Ça ajoute un petit peu plus de profondeur aussi à l'attaque. Tarasenko qui est de retour, ça aussi, ça paraît. Oui. Non, vraiment, les Blues, c'est vrai que c'est une équipe qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est pas de mauvaise équipe. Puis ils n'ont pas perdu tant de gros morceaux que ça non plus. Donc, pas très surpris de les voir là, avec une telle fiche. La question maintenant, est-ce que ça va durer? Bien ça, il reste encore là, 71 matchs à disputer. Mais sachant que l'Ouest n'est pas une division extrêmement forte, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment là, demeurer dans le haut du classement de sa division pour faire les séries facilement. Il va juste rester à voir maintenant si les blessures ne vont pas se mêler de la partie. On va souhaiter que non. Ouais. Mais non, le retour de Tarasenko fait du bien. Il y a des jeunes qui poussent. Donc, tout va bien du côté de Saint-Louis. Oui, puis tu sais, moi, j'avais ma petite bémol quand Pietrangelo est parti de là, puis on se fait toujours aussi quand un joueur d'impact comme ça part, comment qu'on le remplace, puis on était chercher Terry Krug, qui fait quand même le boulot. Donc, c'est pas un remplacement 1 pour 1, mais je pense que c'était peut-être un 1 pour 3 quarts. Mais une mention honorable, comme tu dis, Jordan Kyrou qui va super bien, mais que dire de David Perron? David Perron qui, à chaque année, est là, fonctionne bien. Donc, je suis très content de voir ça. Puis écoute, c'est une équipe que je vais peut-être prendre plus attention puis plus plaisir à regarder cette année. J'ai peut-être plus la chance de regarder le hockey, donc avec le podcast, puis je me tiens au courant. Donc, c'est une équipe que je vais regarder plus cette année, mais j'étais surpris. C'est une question que j'avais parce que je trouve ça surprenant de voir 5e. Je les voyais pas là pantoute. Puis écoute, j'ai un petit peu bondi sur ma chaise quand j'ai fait les questions cette semaine. Je dis, tiens, on va parler de Saint-Louis un peu, ça va faire du bien. On va donner un petit peu d'attention aux Blues. Là. Yes! Prenez un petit peu d'attention. Ma deuxième question, puis un petit peu cocasse, on va voir si tu connais ton top 10. Donc, pour toi, c'est quoi la surprise dans le top 10 des meilleurs marqueurs présentement dans la NHL? Eh ben écoute, il faudrait que je vois c'est qui Je vais te shooter les noms, OK? Draisaitl est premier, McDavid est deuxième, Ovechkin troisième, Kyle Connors quatrième, Troy Terry avec Anaheim cinquième, Kopitar 6, Marchand 7, Kuznetsov 8, Bertuzzi 9 et Stamkos 10. Donc, il y a quand même du choix. Ouais, mais honnêtement, Troy Terry, c'est dur de passer à côté. Puis, tu sais, quand on faisait notre preview dans la division Atlantique, je me disais, il y a trop de jeunes dans cette équipe-là qu'on attendait, mais qu'on ne voyait pas arriver. Puis Terry, c'en était un de ceux-là qu'on se disait, ben, il est là, mais il ne prend pas de coche supplémentaire. Mais là, cette année, il a pris cette coche-là. C'est pas pour rien que les Ducks sont pas si mauvais que ça. Ils sont 10e dans la ligue présentement avec 7-4-3. Honnêtement, c'est vraiment pas une mauvaise équipe. Du moins, sont vraiment meilleurs que ce qu'on l'aurait pensé, du moins en début de saison. Puis je l'ai dit, je l'avais dit dans notre preview, ce qui va faire la différence pour les Ducks, c'est si ces jeunes-là prennent une coche. Puis on a vu Drysdale qui joue très bien également depuis le début de la saison. Il y a Mason McTavish qui a eu des bons moments aussi. Là, je pense que ça s'est calmé un petit peu plus dans son cas, mais il y a eu quand même des bons matchs. Zegras,
connaît peut-être pas le départ qu'on l'aurait souhaité, mais c'est pas si mauvais que ça non plus. Puis là, Terry, ben, c'est le gars là, qui connaît vraiment beaucoup de succès. Donc, est-ce qu'il va rester top 10 dans les meilleurs marqueurs? Ça, j'en doute. Mais c'est un très bon début de saison pour lui. Puis ça explique en partie pourquoi les Ducks ont du succès. C'est parce que les jeunes réussissent à amener cette équipe-là à un autre niveau. Oui, exact. Puis 16 points par contre. C'est sûr que, moi, je trouvais ça drôle parce qu'il y avait une petite pogne là-dedans. On a Tyler Bertuzzi aussi qui a 15 points en 11 matchs, qui est 9e dans la nationale, que tu peux tout dire, hein, Tyler Bertuzzi, c'est pas un gars qu'on voyait dans le top 50 puis même top 60 dans les dernières années, mais on a un bon début de saison, puis comme tu dis, je pense que les jeunes poussent, puis c'est le fun de voir ça avec Anaheim. Il faudrait juste savoir si la dernière nouvelle avec le départ du directeur général Bob Murray va faire une différence avec Anaheim. Mais écoute, cette année, on voit que les gens, ça sort au compte-gouttes. Ce qui se passe dans la nationale, on va en reparler pour un prochain podcast, mais ça bouge. Écoute, la rogne, puis tout ce qui se passe en coulisses, ça semble vouloir ressortir. Puis écoute, c'est juste du positif. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, Troy Terry, impressionnant. C'est le fun à voir. Donc, je te laisse aller avec ta troisième. Yes, troisième question. Donc, en parlant justement des qu'est-ce qui ressort de plus en plus. Donc, avec tout le monde ici, Carey Price est parti, a fait son statement, ce que j'étais très, très, très surpris qu'il fasse, surtout la journée après qu'il soit revenu. Donc, selon toi, est-ce que la LNH devrait endurcir les règlements de la consommation, un peu comme la NFL le fait ou la NBA? Donc, si tu as un test négatif, tu es suspendu automatiquement pour un certain nombre de matchs sans salaire. Tu dois passer par le bureau de la NFL aussi pour la consommation. Ce qui a été fait pour le Carey Price, mettons, mais je vise Carey Price, mais il y a eu Bobby Ryan aussi il y a 2 ans. C'est récurrent quand même dans les nationales, mais on sait qu'il y a un problème de consommation dans les nationales. On sait la fameuse pharmacie cachée ou secrète des équipes. Donc, selon toi, est-ce qu'on devrait être plus dur encore pour les règlements de la consommation dans les nationales? Ben écoute, la réponse évidente, c'est oui, mais le problème, c'est que la NHL, comme plein d'autres problèmes, se met la tête dans le sable et ne fait pas grand-chose. Ça fait des années que les coups à la tête, on a un fléau là-dessus. Oui, il y en a moins, mais il y a encore des gestes. On voit des Tom Wilson qui se baladent à gauche et à droite puis qui détruit tout le monde puis qui ne reçoit pas trop de grosses suspensions. Les plaquages par derrière, il y en a 1 sur 3 qui sont appelés, puis des fois on donne un 5, des fois on donne un 2. On n'est comme pas trop sûr de comment gérer ça. Je trouve tellement qu'il y a plein de trucs que la LNH, on dirait, refuse là, de vraiment mettre son pied à terre puis d'agir, qu'on dirait que je vois pas le bout où il y aura quelque chose de ce genre-là qui va être implanté aussi. Parce que, on le voit, là, ça peut pas être plus... ça arrive un gars comme Carey Price, là. Imagine les gars qui sont sur sa 4e ligne puis qui essayent de garder leur poste puis que ça va pas toujours bien à tous les jours, là. Ou encore, on l'a vu comme les bagarreurs dans le temps, il y en a plein. Là, juste savoir Derek Boogaard, ça a été. Il y en a plein de joueurs qui ont ces problèmes-là. Puis si ça arrive à des super vedettes comme Price, j'ose même pas imaginer combien de joueurs qui luttent pour leur poste à chaque semaine, à chaque jour, pour rester dans la LNH, qui prennent des painkillers à côté pour pouvoir jouer le prochain match. Ça, oui, il faut que la LNH fasse de quoi. Est-ce qu'elle va vraiment faire de quoi? Ben là, honnêtement, avec ce qu'elle me prouve dans le passé, moi, je vois pas le bout qu'on va implanter un tel protocole. Ouais, c'est dommage de voir ça parce que c'est vrai que c'est la réponse la plus facile, c'est de dire oui. La réponse, la question, c'est de le faire. Puis je pense que Gary Bettman, là-dessus, n'est pas la bonne personne. Ce sera pour un autre sujet, mais je pense que est-ce qu'on aura vu peut-être les derniers 2-3 ans de Gary Bettman, mais je pense que ça va être un gros enjeu à la prochaine convention collective des joueurs. Je pense que les joueurs de plus en plus veulent sortir avec ces choses-là, veulent le dire, veulent montrer que mais c'est peut-être pas si le fun et si rose que ça être un joueur professionnel de hockey ou peu importe le sport. Donc, non, c'est un bon point. Puis moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est la même affaire. On devrait oui, les endurcir ou les mettre plus pénalisantes. Mais le problème, c'est que le protocole, est-ce que si ça arrive à une vedette comme Carey Price, va se te rendre une suspension de 15 à 20 matchs à un gars comme ça parce qu'il consommait versus le joueur 4e trio, que ça ne te dérangerait pas trop d'en donner un. Donc, c'est souvent 2 poids 2 mesures dans les nationales, puis on va peut-être encore avoir ça à cause de ça. C'est juste savoir comment le dossier des Blackhawks de Chicago a été géré, que ce soit par tout le monde, que ce soit les joueurs, l'association des joueurs, la Ligue et tout ça. Ouais. On dirait que ces problèmes-là, on veut tellement les cacher, on ne veut pas que ça sorte, qu'on préfère se mettre la tête dans le sable en espérant que ces problèmes-là ne vont pas popper au lieu d'agir puis
appliquer des conséquences. Fait que, juste le dossier de Chicago m'a fait perdre un peu espoir envers les dirigeants qui sont là présentement dans la Ligue. Donc, honnêtement, je ne m'attends pas à grand-chose là-dessus. Ouais, puis il y a le dossier des Pingouins aussi avec les propriétaires puis la femme du gars de la Ligue américaine. Donc, j'ai pas gratté là-dessus non plus, mais il y a une couple d'affaires qui sont louches puis qui ont l'air à être pas mal plus droppées en dessous du tapis. Là. Donc, en tout cas, ça sera pour un autre sujet, mais c'est une question, je pense, qu'il fallait que je pose à soir parce que on nage là-dedans depuis un petit bout, là, puis je vais te la poser. Et ma quatrième question, c'est, on va se faire ça sur une note plus positive et surtout plus fun. Donc, tu en as parlé un peu dans ton ton coup de cœur tantôt du but de Connor McDavid, mais moi, je te demande, après 12 rencontres, est-ce qu'on vient de voir le plus beau but de l'année de Connor McDavid? Ouf! C'est une bonne question parce que le match d'après, Ketchuk en a scoré un méchant beau aussi qui était quasiment de reculons, réussi à mettre la rondelle entre ses jambes et mettre ça top net. Mais juste à voir, tu sais, quand on regarde le jeu de McDavid sur ce but-là, tu te dis, ben McDavid, c'est ça. Tu sais, c'est de la vitesse, ça résume le joueur. Donc, pas le choix de dire que oui, à date, c'est le plus beau but de l'année. Puis en plus, le fait de l'avoir vu live, en regardant le match là, en direct, ça ajoutait une petite. Mais quoi que le but de Ketchuk aussi, je l'avais regardé le match en direct. Donc, j'ai été chanceux dans ces deux matchs-là, pogner ces deux buts-là. Mais non, honnêtement, de loin, McDavid, c'est le plus beau but là, jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison. Mais j'ai pas détesté lui de Ketchuk aussi. Ça prend vraiment du talent de réussir à ramasser une passe de reculons puis de mettre ça passer un petit between the legs dans le top net. Là. C'est rendu chose courante. On dirait que tous les joueurs l'essayent puis tous les joueurs savent le faire à cette heure. Ouais, c'est ça. C'est comme le fameux but Michigan en arrière du filet. Quand c'est Crosby qui le faisait, on était comme « Wow, on verra jamais ça, ces buts-là. » Svechnikov t'enclenche deux dans la même saison. Saison. Puis Forsberg, je pense qu'il en avait fait un aussi à Nashville. Ouais. Donc, c'est là que tu vois à quel point que les joueurs sont tellement rendus talentueux. C'est juste ridicule. Là. C'est calme. J'ai déjà dit cette phrase-là parce qu'on avait parlé aussi de... Je pense que c'est quand je disais quand tu fais ton trio drive, là, puis que moi, j'avais mis 3 gars de skills. On avait parlé que les joueurs sont tellement rendus talentueux puis que dans 10 ans, ça va être encore plus incroyable. Là. Fait que j'ai hâte de voir les genres de buts qu'on va marquer dans 10 ans. Ça va être quelque chose. Ah oui, c'est sûr que ça va être ça. Ben, écoute, Stéphane, un gros merci encore une fois de ta collaboration pour cette semaine. Yes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast en espérant qu'il n'y ait pas trop de scandales qui vont popper d'ici là, parce qu'il me semble que c'est juste de ça qui pop ces temps-ci. Et ça vient de jeter un peu une couche de noirceur sur ce si beau sport qui est le hockey, mais présentement, c'est pas très, très jojo, mettons, ce qui se passe dans la LNH, malheureusement. Malgré les petits flashs de McDavid. Là. Ouais, il faut brasser la soupe, puis il faut que ça change, puis c'est correct, puisque malheureusement, ça part du haut, puis ça descend vers le bas, puis ça se reflète vers le bas aussi. Là. C'est pas toujours jojo non plus dans les mineurs, fait que, écoute, il faut brasser la soupe pour que ça change. Donc, je rappelle à tous ceux qui regardent le podcast qu'on est sur YouTube, évidemment, Apple aussi, Spotify, Balado Québec. Donc, si vous voulez nous écouter, eh bien, rendez-vous sur cette plateforme-là. Sinon, on va se retrouver la semaine prochaine pour épisode numéro 9. On approche de la dizaine. Yes. Ça s'en vient. Donc, on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain épisode. Yes, dans le sens vous autres. Merci beaucoup. Là. Et à plus.